Les records s'enchaînent pour beaucoup de classes d'actifs. Le Bitcoin en fait partie, peut-être le Bitcoin, la crypto, qui est à 70 000, monté jusqu'à 72 000 $. On est autour des 70 000 $ au moment où je vous parle. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Victory, éditorialiste aux Échos. Plus haut historique aussi pour le Bitcoin, 70% de hausse depuis le début de l'année. Est-ce que tout ça est bien raisonnable? Est-ce que c'est raisonnable cette envolée? Alors, moi je ne répondrai pas à cette question. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Déjà, comme vous le disiez, il y a d'autres actifs qui s'envolent depuis le début de l'année. Ouais. On a l'or, les actions. Voilà. Nvidia est à plus de 70% Oui. depuis le début de l'année. Donc il y a d'autres. Après 250% en Oui, 2023 oui. pour l'action Nvidia. Donc il y a d'autres actifs dont les prix s'envolent. Actuellement, à peu près tout s'envole, sauf l'immobilier. Mais sinon, vous avez les actions, les obligations. On a les taux d'intérêt qui ont baissé depuis l'automne dernier. Et donc ça veut dire que le prix des obligations monte. Donc le prix des obligations, le prix des actions, le prix de l'or, le prix du Bitcoin. On a pratiquement tous les actifs qui s'envolent avec l'espérance de taux d'intérêt qui vont baisser. C'est ça qui anime tout de même, de ce que je peux comprendre, l'essentiel. Donc le Bitcoin est un marché. actif financier comme les autres. Alors oui, ça c'est un point qu'on peut se demander. Au début, quand il a été lancé, on disait il est très différent, donc il va être décorrélé. On s'est bien rendu compte qu'il a plongé quand les autres actifs ont plongé avec la remontée des taux d'intérêt, et on voit bien qu'il remonte aujourd'hui. Ceci dit, évidemment, il est d'une nature qui est très très différente, et on a du mal, je pense, à le comprendre, à le conceptualiser. Parce que la plupart des actifs, normalement, ils rapportent de l'argent. Une action, elle rapporte un dividende. Oui. Une obligation, elle rapporte un intérêt. Coupon. Voilà, l'obligation d'ailleurs, c'est l'obligation de verser l'intérêt. Oui. De l'immobilier, alors c'est un actif beaucoup moins liquide, beaucoup plus compliqué à vendre ou acheter, ça verse un loyer, ou au pire, vous pouvez habiter dedans. Et il y a un certain nombre de gens qui le font. Le seul actif, les seules classes d'actifs qui ne rapportent rien, ce sont les matières premières. Ouais. Mais elles servent à autre chose. Le cacao, ça sert à faire du chocolat. Moi, j'aime bien. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien. Le cuivre, ça sert à faire des fils électriques. Dans une histoire de transition énergétique centrée sur l'électricité, c'est pas inutile. Et même l'or. L'or ne verse rien. L'or ne verse rien, mais il sert à faire des choses. Il sert à faire des bijoux. Voilà, moi j'ai une alliance qui est faite en or. Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté quand je l'ai acheté. Ça sert aussi à faire des contacts pour les puces. Et ça, c'est utile aussi. Ça sert aussi à faire un beau dôme pour les invalides avec une toute petite quantité d'or. Vous faites un dôme qui fait des magnifiques couleurs au soleil couchant. Avec un Bitcoin, ça c'est totalement impossible. Donc le Bitcoin, non seulement il ne rapporte rien et il ne sert à rien. Donc c'est tout de même quelque chose d'un peu mystérieux. Une fois qu'on a dit... Non, mais c'est intéressant parce que... Je vous vois un peu interdit, là. Non, mais après, on voit ce qui se passe dans le monde, on voit ce qui se passe aux États-Unis, ça fait 2 mois que le Bitcoin est arrivé à Wall Street par le biais des ETF Bitcoin, des grands gestionnaires d'actifs, Fidelity, BlackRock, proposent à Mr. Smith de pouvoir investir dans le Bitcoin sans en détenir, ce qui solutionne quand même beaucoup de choses. Beaucoup de problèmes à l'idée de détenir des bitcoins, le risque qui était afférent, qui était lié. Maintenant, c'est la bourse de Londres qui a ouvert la porte hier à la reine des cryptos. Alors, ça sera un placement uniquement pour les professionnels, pas pour les particuliers. Mais ça donne du crédit au bitcoin, ça envoie un signal positif. Alors, si on regarde sur un pur plan économique un peu bébête, pourquoi le bitcoin a monté, sur un marché, on a l'offre et la demande. Et le prix, c'est ce qui détermine l'équilibre entre l'offre et la demande. La demande, l'offre, elle va ralentir. Pourquoi ça ? Il va y avoir ce qu'on appelle le halving dans la construction du Bitcoin. C'est quoi ça, le halving ? C'est un système où la rémunération de ceux qui cherchent le Bitcoin, vous savez, le Bitcoin, on le mine. J'adore ce mot qui a été inventé par les concepteurs du Bitcoin pour nous faire comprendre que c'est un peu comme l'or. On cherche le Bitcoin et pour trouver le Bitcoin, il faut résoudre des équations, c'est très compliqué. Il y a des milliers de femmes et surtout d'hommes dans le monde qui font ça à longueur de journée pour essayer... Ils sont rémunérés par des Bitcoins, sauf que la rémunération diminue de moitié tous les 210 000 blocs, je crois, quelque chose comme ça. Et donc ça s'est déjà passé à plusieurs reprises dans l'histoire du Bitcoin. C'est en gros tous les 4 ans. Et donc à partir d'avril prochain, la rémunération...
la quantité de Bitcoin augmentera moins vite. Et donc ça rappelle la rareté. Hein. Donc du côté de l'offre, on a une rareté organisée. Hein. Quand le Bitcoin a été lancé début 2009, il a été précisé juste avant qu'il n'y en aurait jamais plus, il n'y en aurait jamais 21 millions. Hein. On serait 21 millions moins une unité. Il n'y en aurait jamais plus, c'était une quantité limitée. Et donc cette histoire de halving, ça rappelle la rareté. Donc offre, elle est contrainte. Et de l'autre côté, la demande... Pour les raisons qu'on a exposées là. Vous avez évoqué la décision de la SEC, hein, le gendarme américain des marchés financiers, qui a autorisé des grands gestionnaires d'actifs à lancer des ETF, hein, des produits financiers alignés sur le cours du Bitcoin. Qui mettent à portée de main. Et donc voilà, n'importe qui peut en acheter facilement sans avoir besoin d'ouvrir un compte spécial, comme c'était le cas auparavant. Et donc, quand vous avez un prix qui monte et que vous pouvez l'acheter plus facilement, ça accroît évidemment. Donc demande qui augmente, offre qui est contrainte, on comprend bien. Donc, on comprend bien. Si on s'arrête à une pure logique de marché instantané, pourquoi le Bitcoin monte? Bon, non, après je réfléchis. Mais il sert toujours à rien et il a toujours aucune utilité. Vous avez titré, vous sortiez une chronique, il faut lire toutes les chroniques de Jean-Marc Vittori dans les Échos évidemment. Oui, très bien. Antidote, antidette, le Bitcoin. Ben oui, parce que j'estime que derrière ce qui se passe sur le Bitcoin, il y a des choses qui sont même intéressantes. Et c'est pour ça, c'est pas seulement un objet spéculatif qui provoque des emballements. C'est aussi. C'est pas seulement. Oui, c'est voilà. pas seulement. C'est aussi, je seulement. pense, la marque d'un mouvement intéressant. Le Bitcoin, il faut reprendre l'histoire. Hein. Il a été lancé donc par un papier qui présentait le dispositif le 30 octobre 2008. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans quelle situation on était le 30 octobre 2008. On était 45 jours après la faillite de Lehman Brothers. Les banques centrales avaient déversé des milliers de milliards d'euros ou de dollars sur les marchés financiers pour éviter un bain de sang absolument atroce. Et donc, le papier, ça va être la rareté, ça va être comme l'or. Il va falloir le miner pour le trouver. Et quand le Bitcoin est lancé, effectivement, tout début janvier, hein, il y a une phrase d'un journal qui rappelle la situation bancaire et les mesures exceptionnelles prises pour sauver les banques. Donc, clairement, dès le départ, le Bitcoin, il s'inscrit contre le système financier lancé, un système financier où la création monétaire est sous le contrôle des banques centrales et des banques, mais la base du contrôle, c'est les banques centrales. Et les banques centrales, elles émettent de la monnaie qui a servi de plus en plus, en particulier depuis 2008, à financer des montées de dette absolument exceptionnelles. D'abord en 2008, avec la lutte contre les effets dévastateurs des faillites financières, et puis à nouveau en 2020, lorsqu'il y a eu les mesures pour éviter, là aussi, à nouveau des catastrophes financières, suite au confinement qui ont été décrétés par les États. Et donc ça nous dit quoi alors ? Et donc, le Bitcoin, il échappe à ça. Le Bitcoin, il n'y en aura jamais 21 millions d'unités, contrairement au dollar, où il peut y en avoir des milliers de milliards fabriqués à volonté parce que l'État est impécunieux. Je rappelle, il y a un chiffre qui a pas mal marqué les investisseurs ces derniers mois. C'est un chiffre qu'a lancé Bank of America. Ils disent la dette américaine, elle progresse de 1000 milliards de dollars tous les 100 jours. Donc, alors vous pouvez vous dire, il n'y a pas de problème, ça va continuer, ça a toujours été comme ça. Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça fait que entre guillemets, 3 siècles que la monnaie est sous le contrôle des États. Ce contrôle s'est renforcé au fil des décennies et des siècles. Et ces États, ils ont toujours la tentation de faire n'importe quoi avec la monnaie. Et donc le Bitcoin, il est par construction, il est impossible de faire n'importe quoi avec le Bitcoin. Le Bitcoin, il est emprisonné dans des algorithmes. Il sera impossible d'en faire plus de 21 millions, moins une unité. D'où antidote, antidette. Voilà. Et donc, on évite la tentation, on évite de faire n'importe quoi avec cette monnaie. Et ça, dans un système... Alors, vous allez me dire,
les vieux, ils ont toujours été habitués à ce système-là. Oui, mais quand vous regardez les gens qui jouent beaucoup de gens qui investissent dans le Bitcoin, pas seulement qui jouent, mais qui investissent dans le Bitcoin, ce ne sont pas des seniors, ce sont des juniors. Et pourquoi ils le font d'ailleurs? Pourquoi ils le font? Ils le font pour ces raisons-là? Ils le font parce que, parce que la prééminence absolue, enfin, ils le font évidemment par appât du gain, comme tous ceux qui sont sur le Bitcoin. Hein. L'une des raisons pour lesquelles le Bitcoin s'envole aussi, c'est que les grandes banques américaines, qui adorent vendre des trucs en promettant que ça va rapporter plein d'argent, le vendent à tambour battant en ce moment. Et évidemment, ça leur permet de faire des commissions, comme ils ont fait des commissions juteuses sur les produits structurés à base de subprime il y a 15 ans. Hein. Donc, on sait quand c'est fini. Voilà. Donc, pas de naïveté là-dessus. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que le Bitcoin monte. Mais les juniors, ils achètent le Bitcoin. Alors, c'est un côté amusant, c'est un côté moderne, etc. Mais c'est aussi qu'ils n'ont pas forcément la même vision d'un État omniscient, omniprésent, qui décide de tout, comme on peut l'avoir quand on vieillit. Est-ce qu'un crack sur le Bitcoin est possible et jusqu'où ça peut grimper? Je sais que personne n'a la réponse à ce truc-là, mais... Alors, un crack est parfaitement possible, hein, encore une fois, parce qu'il n'y a rien derrière. Hein. Il n'y a que la confiance qu'on y met dedans. Alors, vous allez me dire, la monnaie, c'est toujours comme ça. Bah oui, c'est vrai, ça. Un billet de 10 euros, il vaut 10 euros parce que vous croyez qu'il vaut 10 euros, parce que je crois qu'il vaut 10 euros. Alors, il y a des règles derrière. Hein. Il y a une loi qui vous oblige à accepter, si vous êtes un commerçant, le billet de 10 euros. Derrière, il y a aussi une banque centrale, il y a un État, mais tout ça, ça repose in fine sur la confiance. La monnaie, c'est toujours de la confiance cristallisée. Et la confiance dans les institutions qui ont porté la monnaie ces derniers siècles, cette confiance, ce que j'ai tendance à croire, c'est que cette confiance, elle se délite, elle se dissout suite à ce qui s'est passé depuis, en particulier depuis 15 ans. Et donc, voilà. Ça n'empêche pas la possibilité d'un crack, ça n'empêche pas non plus la possibilité d'une ascension à des niveaux qui seraient jugés encore plus délirants que les niveaux crypto-actifs plus que crypto-monnaie. Alors, au début, c'est amusant, parce qu'au début, quand le Bitcoin a été lancé, il devait servir à faire des transactions. Hein. Dans le texte qui présente le Bitcoin, c'était pour faire des transactions. Les transactions, on se rend compte que c'est trop lourd, ça prend du temps. Voilà. Quand vous achetez votre baguette à 1,20 €, vous n'allez pas prendre le temps d'avoir une transaction en Bitcoin. C'est trop compliqué. Ensuite, la deuxième fonction d'une monnaie, c'est d'être un étalon de la mesure. Mais le Bitcoin, il est sur les montagnes russes. Quand vous êtes sur les montagnes russes, c'est difficile de mesurer quoi que ce soit en termes de valeur, et donc ça existe. En revanche, la troisième fonction d'une monnaie, c'est de servir de réserve de valeur. Et là, on voit bien que les investisseurs, les épargnants, se sont emparés du Bitcoin pour en faire une réserve de valeur, alors que les autres réserves de valeur paraissent peut-être moins solides, les réserves de valeur classiques que sont les actions et les obligations, les billets de banque. Ça paraît plus facilement manipulable que ne l'est le Bitcoin. On se quitte là-dessus, mais le pouvoir de décorrélation du Bitcoin est approuvé encore. Oui, il est approuvé en 2 mots. Oui, approuvé en 2 mots, bien sûr. Oui, bien sûr. Au début, ça a été présenté aussi comme un actif totalement décorrélé. Et on a bien vu depuis 4 ans qu'il était en fait assez corrélé, pas totalement, mais qu'il était assez corrélé avec les autres actifs et avec les liquidités qu'il y a sur les marchés, évidemment. Oui, merci beaucoup. Point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Toujours un plaisir. Merci Jean-Marc. Merci à vous.